Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors c'est un grand plaisir de retrouver Roger Fiametti, qui est ostéopathe et qui s'est spécialisé dans une discipline qu'il a créée, l'ostéopathie somato-émotionnelle. Alors on va parler de ces deux livres qui sont des grands succès et qui sont ressortis sous forme de poche. Mais surtout, on va commencer par vous, Roger. Comment on devient ostéopathe et comment vous est venue l'envie de parler et de créer cette discipline, l'ostéopathie somato-émotionnelle? Alors au départ, moi j'ai fait la kiné, hein, je suis kiné et puis j'ai fait l'ostéo, donc c'est dans le suivi, dans la suite, des études de kiné. Non, oui, moi j'ai fait la kiné pour être ostéo déjà, hein, donc j'ai pas fait la kiné, c'était pas un but, c'était un moyen pour après faire l'ostéo. Quand j'ai fait l'ostéo, j'ai eu la chance d'assister à un séminaire donné par un des assistants de John Upledger, qui est un ostéopathe américain, qui avait créé une technique qu'il a appelée la libération somato-émotionnelle. Donc il allait un peu rechercher dans le corps la mémoire de trauma et en libérant le corps, il libérait la mémoire du trauma et le trauma. Cette technique était intéressante, mais elle ne me paraissait pas assez complète et moi je l'ai adoptée, puis je l'ai, je veux dire, améliorée. J'ai un peu fait comme les Chinois, j'ai copié et puis j'ai amélioré. Et c'est vrai que pourquoi faire de la somato-émotionnelle? Parce que l'ostéopathie, tout le monde sait, c'est assez structurel, c'est beaucoup de manipulation et cetera. Mais je ne conçois pas qu'on puisse s'intéresser à un individu si on ne s'intéresse pas à ses émotions. Parce qu'un individu, c'est aussi, une histoire, une histoire qui se répète dans la vie et qui souvent se répète de façon tellement, parfois négative ou traumatisante qu'à un moment donné, le corps finit par parler et même par crier. Donc le corps va toujours, à un moment donné, se plaindre quand il n'arrive plus à régler le problème. Donc le corps est une interface très intéressante qui permet de comprendre que parfois, en profondeur, subsistent des problèmes qui ne sont pas réglés. Et quand vous êtes face à un patient qui est en trouble psychosomatique, des migraines, des maux de ventre, des coliques, des maladies de peau, hein, bon, ben, ça moi maintenant j'ai des dermatologues qui disent à leurs patients: «Vous avez un problème au niveau de la peau, au niveau du dos, ne mettez pas de crème ou de pommade, je vais vous envoyer chez un ostéopathe». Parce qu'ils Chez vous? savent, voilà, parce qu'ils savent que une dysfonction d'une vertèbre peut donner sur le métamère, donc sur l'étage qui correspond à cette vertèbre, des troubles au niveau cutané et la peau n'est que le reflet d'un souci en profondeur qui est mécanique à ce moment-là. Mais ce trouble mécanique peut être aussi la conséquence, au bout d'un certain temps, d'une dysfonction, au niveau des fascias et au niveau de troubles émotionnels qui ne sont pas exprimés. Donc la phrase classique que je cite souvent, c'est: «Ce qui ne s'exprime pas s'imprime» et le corps retient tout et le corps parle et le corps va toujours dire la vérité. Donc à un moment donné, quand les personnes sont en déséquilibre, sont pas bien dans leur peau, ont des problèmes, médicaux, des problèmes de maladies psychosomatiques comme on dit, moi je dis somato-émotionnel, donc psychosomatique, c'est l'émotion qui va agir sur le corps et somato-émotionnel, c'est le somatique qui est influencé par les émotions. La différence, c'est que le psychosomatique, c'est traité par les psys, qui vont agir sur le mental pour, pouvoir un peu décoder, aider les gens à comprendre. Le somato-émotionnel, que moi je développe, c'est agir par le corps. C'est aller chercher dans le corps la solution et pas dans le cerveau. Donc c'est le corps qui va recevoir et c'est le corps qui capte. Il y a 270 millions de récepteurs nerveux au niveau des fascias. Les fascias, bah, maintenant tout le monde en parle. Moi, j'en ai parlé il y a 20 ans. À l'époque, on me disait: «Ouais, les fascias, qu'est-ce que c'est?» J'ai même dû changer dans des séminaires que j'ai donnés en France, à Paris, le libellé de certains cours parce que je parlais de fasciathérapie ou de libération des fascias et à l'époque, c'était considéré comme des dérives sectaires, même. Ah mais bon, l'ostéopathie, la microkiné, la kinésiologie, tout ça, c'est un peu ciblé comme des dérives sectaires, bon, c'est un peu dommage. La fasciathérapie a fait partie de finalement des éléments qu'il fallait chasser ou tuer, ou en tout cas, c'était dans
le poids de mire de ces fameuses, associations. Maintenant, la fasciathérapie, c'est la découverte mondiale, de les neurosciences ont démontré, ont prouvé que la fasciathérapie, que les fascias, ce ne sont même plus des tissus, mais c'est considéré comme des organes, hein, parce qu'il y a des vaisseaux, il y a des nerfs, il y a des artères, il y a des récepteurs nerveux, il y a le fuseau neuromusculaire. Donc c'est vraiment tout ce qui regroupe, tous les éléments qui font que c'est un organe et les fascias constituent 90 de du corps C'est fou. humain. Et ces fascias, ce sont les tissus qui déjà in utero, déjà chez le fœtus, vont capter toutes les émotions, tous les ressentis. Donc il faut faire la distinction entre une émotion et un sentiment. L'émotion, c'est le ressenti. Le sentiment, c'est quand le ressenti arrive au cerveau, thalamus, hypothalamus, et que ça passe par le cortex, en fonction de l'éducation, de l'environnement, et cetera, ça va devenir un sentiment. Donc le rejet, par exemple, c'est un ressenti, et quand ça passe par, le cerveau, ça peut devenir un sentiment d'abandon. Mais ce qu'il faut traiter au départ, c'est l'émotion. L'émotion, c'est le rejet, c'est la peur de mourir, c'est la sensation de mort imminente. Et ça, c'est des sensations qu'on ressent déjà in utero. Il y a déjà, à la 6e semaine in utero, un réflexe qui est un réflexe archaïque, qui est le réflexe de peur paralysante, qui va faire que l'embryon, si la maman, enfin qui est enceinte, hein, qui apprend qu'elle est enceinte, vit une émotion positive ou négative, hein. Ça peut être une très grande joie comme, un grand désespoir de se dire: «C'est pas le moment» et Ah cetera, ouais, ou «Tiens, j'aurais pas dû». L'embryon va se rétracter et il s'il va le s ressentir, il hein. va le ressentir et s'il ne se dilate pas, eh bien, il va mal absorber le réflexe de peur paralysante et ça va donner à l'avenir, chez l'individu, un bébé qui va pas dormir, qui va pas pouvoir s'endormir, un peu comme les chevaux sauvages dans la nature, ils vont jamais se coucher pour dormir. Ils vont toujours dormir debout. Parce qu'il y a toujours la peur du prédateur qui va pouvoir les attraper, les tuer, les manger, les loups en l'occurrence. Donc le cheval va toujours rester debout en hypervigilance parce qu'il est dans ce réflexe de peur paralysante. Mais lui, il est dans le réflexe de survie. En fait, le réflexe de peur paralysante, c'est un réflexe de survie aussi. Et le bébé qui est dans ce mode de fonctionnement, bah, c'est des bébés qui ne s'endorment pas ou alors qui ne s'endorment que dans les bras de la maman. Donc tout ça va aussi donner chez l'individu, quand il va grandir, si c'est pas réglé, une hypervigilance, une hypersensibilité, toujours la peur du danger. Ça fait d'eux des HP. Alors les HP, on dit haut potentiel. Ah, haut potentiel, c'est ils sont plus intelligents. Ils sont pas plus intelligents, ils sont plus sensibles. Donc ils voient l'information avant tout le monde. Parce qu'en fait, Ils ont des capteurs plus ce sensibles? sont des radars Ouais. hypersensibles. Mais ils sont devenus des radars parce qu'ils ont peur. C'est à cause ou grâce à la peur qu'ils sont super sensibles, qu'ils captent tout. Ils voient tout avant les autres. C'est Vous ça qui est dites génial. qu'entre la grossesse intra-utérine et jusqu'à 6 ans, les bébés et les enfants, vont capter et vont imprimer des traumas qui vont rester après très difficiles à dénouer parce que justement, ils en sont pas forcément conscients, mais ça s'inscrit en eux? C'est ça, tout à fait. Alors, in utero, l'enfant va ressentir toutes les émotions de la mère, donc les Ouais. ressentis de la mère. C'est chimique, hein. Au départ, on disait bon, moi je me rappelle quand j'ai donné mes premières conférences il y a plus de 30 ans et que je relatais, que Thomas Ries, qui était un éminent ORL, disait qu'à 6 mois in utero, le fœtus entendait les voix de la mère, mais on le traitait de fou et c'est tout juste si on ne l'a pas radié de l'ordre des médecins. Alors que maintenant, on sait qu'à la 6e semaine in utero, l'enfant réagit déjà aux émotions. C'est fou, hein? On sait et je pense qu'il y a eu assez de notions maintenant, tout ce que je disais il y a 20 ans s'appuie maintenant sur des réalités de découvertes en neurosciences qui n'arrêtent pas finalement de s'accumuler et d'abonder dans le même sens et on sait que la vie intra-utérine est très riche en informations et quand la maman vit un stress, par exemple, elle fait un accident de voiture, elle a peur pour son bébé, elle produit de l'adrénaline et puis après elle va produire si le stress continue, une maman qui est harcelée par son mari ou qui a peur parce que son mari est parti en voyage, mais est dans un pays, par exemple, comme ici dernièrement dans les événements où ce qui est à Dubaï et le mari est en danger parce qu'on bombarde ou pour d'autres causes, si la maman est inquiète, ça devient un stress chronique. Le stress chronique, ça produit du cortisol. Le cortisol va être produit
et circuler dans le sang de la mère, va passer dans le placenta et va passer dans le sang du bébé, dans le corps. Et ça va figer le fascia à l'endroit qui correspond à l'émotion qui est vécue et ressentie. Donc que ce soit une peur du danger, une peur de ne pas s'en sortir, la peur de manquer, je sais pas, elle se dit: «Tiens, ce bébé arrive à un moment où on est justement en train de construire, on n'aura pas les moyens, on doit faire une chambre en plus», enfin, tout ça, ce sont des paramètres qui vont vraiment influencer et construire tout le la cartographie ou comme j'appelle moi, le sac à dos émotionnel de l'enfant, qui va venir avec ce sac à dos sur terre, il va naître avec déjà avec ce sac à dos de choses qui ne lui appartiennent pas. Donc c'est des émotions refoulées qui sont en lui, donc des ressentis, hein, quand j'ai des émotions, ce sont des ressentis qui sont en lui et qui vont un peu guider ses comportements. Et puis de 0 à 6 ans, il faut savoir que l'enfant est en état d'hypnose. Il est en non-thêta. Donc en état d'hypnose, vous captez tout, l'enfant capte tout. C'est pour ça que les enfants n'ont pas le même la même réaction par rapport aux événements, parce qu'ils sont cash, parce qu'ils voient les choses mieux que les autres. Ils sont dans un autre état d'esprit, dans le vrai sens du terme, neurologiquement parlant et électriquement parlant. Vous allez faire un accident de voiture, quelqu'un fonce sur votre voiture à l'avant, vous êtes choqué, il s'en va, c'est une grosse voiture, mais on ne sait pas, les policiers arrivent. «Madame, c'était quoi comme voiture?» «Je ne sais pas, une camionnette ou une grosse voiture?» «Oui, quelle couleur?» «Bah, c'était sombre, c'est vert, c'était noir, c'était brun?» «Ah, je ne sais pas». Et l'immatriculation, vous avez vu?» «Mais non, j'ai déjà pas vu la voiture, imaginez». La dame va aller faire une séance d'hypnose, eh bien, elle va revoir le conducteur qui arrive, elle verra l'immatriculation, elle verra la marque et la couleur. Et ça, on peut le retrouver en hypnose. Donc ça veut dire qu'en état d'hypnose, on a une perception tellement plus précise et tellement plus puissante, mais les enfants de 0 à 6 ans, ils sont dans cet état-là et ils vont copier le disque dur des parents. Donc ils vont avoir dans leur disque dur tout ce qu'ils ont capté. Et après, à l'adolescence, bah, ils vont un peu évacuer ce qui ne leur convient plus dans le disque dur. Et c'est ça qui est la fameuse crise d'adolescence, c'est encore une crise d'information et de perception. C'est ne plus accepter ce qui a été absorbé, mais qui ne correspond plus à l'état d'esprit de l'adolescent, puisqu'il change de longueur d'onde aussi, après 6 ans. Donc tout ça, c'est dans le corps. Le corps est l'interface de notre subconscient et notre subconscient gère notre vie à 90. Alors vous dites qu'une fois qu'on a, ciblé ce tissu, ce nœud, tissulaire, émotionnel, une fois qu'on sait, hem, si on ne le règle pas, en fait, on va provoquer des nouveaux traumas, comme si on les attirait à nous et on attirait à nous les prédateurs qui nous ont déjà heurtés. Comment c'est possible? Ah mais ça, c'est le subconscient qui fait son travail. Moi, je dis toujours, quand vous avez 1000 personnes en face de vous, vous devez régler un problème d'abandon ou un problème de violence, par exemple de maltraitance, un enfant qui a été maltraité dans son enfance. Son trauma, c'est d'être maltraité, donc c'est sûr qu'il a pas envie d'être maltraité. Mais il attire Après à lui des gens qui vont le maltraiter inconsciemment voilà, et son subconscient va le pousser, va le confronter à son trauma jusqu'à ce qu'il le comprenne et qu'il le et digère. qu'il le digère et surtout qu'il l'évacue. Donc vous allez avoir 1000 personnes en face de vous, on va vous bander les yeux, eh bien vous irez vers la personne qui va vous faire revivre votre trauma. Mais même si vous n'êtes pas responsable du trauma, que c'est un trauma qui est inconscient, vous allez répéter des C'est ça. choses qui vont vous rappeler que vous avez été maltraité alors que vous n'y êtes pour rien et vous ne vous en souvenez même pas. Donc C'est encore ça. faut-il pouvoir comprendre d'où vient le trauma et quel est-il? C'est ça, parce que la maltraitance, bon, un enfant qui est battu, c'est sûr qu'il sait qu'il a été maltraité, mais il y a des Oui, mais tas de quand c'est au-delà, maltraitances. Mais quand si oui, c'est au-delà, quand c'est pendant la grossesse d'une maman ou quand exactement, c'est des mots qu'on a entendus et qu'on ne comprenait pas mais qui ont été imprimés. exactement. Du coup, c'est là où vous avez un rôle important et c'est là où ces 2 livres, effectivement, sont très importants pour pouvoir avoir une nouvelle grille de lecture. Alors la différence, c'est que on peut parler tant qu'on veut, le corps est l'interface du subconscient. L'intérêt de cette approche somato-émotionnelle, c'est que j'ai mis en place une cartographie basée sur les vertèbres, sur la colonne Absolument, vertébrale, qui est un peu mon clavier, comme un bien pianiste sûr. a son clavier sur son piano. Et chaque vertèbre va représenter une émotion. Ça, c'est au bout de 30 et presque 40 années de pratique maintenant que je peux confirmer que ça se répète et ça se révèle assez convaincant
est reproductible à 80-90%. À 100%, l'absolu n'existe pas, hein. Mais voilà, donc là, ça se renouvelle et ça se vérifie et cette cartographie permet justement de décoder et d'aller dire: «Voilà, la première cervicale, c'est la peur du danger, la sensation de mort imminente, le danger de mort, l'instinct de survie». Le cerveau reptilien, donc c'est action-réaction, c'est la fuite ou le combat et quand on ne sait ni fuir ni combattre, ben, on se sidère et ça, c'est le nerf vague dorsal qui intervient et là aussi, c'est une découverte assez récente où on sait prouver maintenant que quand une personne est pétrifiée, elle est dans son nerf vague dorsal. Le nerf vague dorsal, c'est le nerf qui va paralyser la personne, même au point qu'elle n'a plus de voix, parce que ça agit aussi sur les cordes vocales et les personnes qui sont dans un stress énorme de danger, qui arrivent même pas à crier et puis à un moment donné, on leur dit: «Mais tu aurais dû appeler, on était dans la pièce à Mais elles peuvent côté». pas, Elles peuvent pas, parce que c'est c'est pas le bloqué. quand on dit: «J'en ai perdu la voix», ben, Ouais, c'est ça, ouais, c'est je quand suis on sans voix. c'est ça, c'est quand on est dans ce stress-là. Donc toutes ces découvertes, elles sont intéressantes. Alors cette cartographie, elle va permettre vertèbre par vertèbre de dire: «Ce trauma, Il correspond à ça. il correspond voilà, cette vertèbre correspond à ce trauma». Donc la peur du danger, la peur de ne pas être reconnu. «Ah moi j'ai pas de problème avec la reconnaissance». «Ah oui, mais quelque part, comment vous vous appelez?» «Corinne». «Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie?» «Ah mais rien, oui, mais vraiment j'ai un problème». Et puis on va sur la 10e dorsale, c'est la vertèbre de l'identité. Et puis on apprend que cette personne et elle se rend compte, elle se rappelle, mais elle l'a toujours su, qu'il y a eu un bébé avant elle qui est décédé, qui s'appelait Karine. Et Mmh. finalement, les parents ont assimilé Corinne à Karine et toute sa vie, on lui a dit: «Ah mais tu sais, Karine, elle était comme ça. Ah mais tu sais, Karine, elle parlait comme ça». Enfin, bébé, quand je dis un bébé, c'est un enfant qui a vécu 3-4 ans et finalement, la Corinne était la copie conforme de Karine. C'était l'enfant médicament, l'enfant pansement, l'enfant qui remplaçait l'autre Ouais, l'enfant et qui qui suit un est drame. et quand le corps sait ça, puisqu'elle a grandi avec des parents qui ont émis les informations, qui ont dit: «Ah mais voilà que Karine n'est plus là, mais on a Corinne et Corinne remplace Karine» et finalement tout ça s'est intégré, tout ça est dans son disque dur et à un moment donné, le corps exulte, le corps ne veut plus garder ça. Ouais, c'est un système d'alerte en fait et C'est ça. d'alarme. Mais la maladie est un système d'alarme. La maladie est un Déclencheur, c'est un ouais. voyant lumineux qui clignote dans le tableau de bord, mais qui vous dit qu'il y a un problème. Il ne faut pas dévisser l'ampoule pour dire qu'il y a plus de problème. Il faut se dire à quoi correspond cette ampoule, c'est parce qu'il manque de l'huile. Donc si tu mets pas d'huile, le moteur, il va y avoir un problème. Mais on peut aussi se dire: «Bon, mon corps ne va pas bien, bah, c'est psychosomatique, c'est dans votre tête». Non, ça veut dire que le corps donne une information, Et qu'il faut la il comprendre. faut la comprendre et puis après, on peut aller retrouver alors pourquoi le corps est en dysfonction et ça, c'est la maladie psychosomatique. C'est le corps qui exprime à travers un mal-être intérieur, à travers une dysfonction intérieure et cette dame, quand elle a compris qu'elle était le double de Karine et qu'elle ne pouvait pas avoir sa place en tant qu'elle-même, donc elle était dans un manque de reconnaissance. Donc on va par les fascias alors travailler, libérer les fascias de ce nœud qui s'est imprimé dans son corps, dans sa petite enfance où elle a compris qu'elle était la remplaçante, mais elle l'a pas nécessairement intégré. Elle l'a peut-être compris, elle sait, mais elle sait pas qu'elle le sait et par le traitement, après elle sait qu'elle le sait. Et c'est vous, le magicien, qui arrivez à pouvoir, effectivement, aider ces traumas à passer, à les comprendre et à pouvoir les faire, peut-être, oublier. Est-ce qu'on peut oublier ces blessures? Est-ce qu'on peut juste, les digérer ou on peut pas les oublier? On peut pas les oublier. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Je pense qu'il y a pas de magie, hein. En fait, moi, je suis un outil qui permet, si je prends une, horizontale et que chaque émotion, la peur de mourir, on l'a tous. La peur du danger, on l'a tous. La peur de ne pas être reconnu, on l'a tous. La peur de manquer, on l'a tous. La peur d'être abandonné, on l'a tous. Mais à des degrés différents. Mais voilà, on les a. Et quand les gens lisent le bouquin, ils me disent: «Oh moi je me retrouve partout». C'est normal C'est puisque vrai qu'on se retrouve partout, mais j'étais en train de me dire: «Ça, c'est un peu moi. Ah, ben mais là, ouais. c'est aussi un peu moi». Mais on a tous un peu vécu des traumas et Bien comme je sûr. dis, la vie nous sert des plats et toujours de plus en plus épicés jusqu'à ce qu'on comprenne parce que quand il est trop épicé, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce plat finalement? C'est pas normal, il est immangeable» et quand il est immangeable, alors on se dit: Ça «Qu'est suffit là.
«Cuisinier là, venez un peu ici, chef, venez, dites-moi un peu ce que vous avez mis dans le plat. Pourquoi vous m'avez mis tant de poivre là? C'est parce que l'aliment il n'est plus comestible?» Et alors on cherche. Mais tant que c'est mangeable, comestible, on ne se pose pas de questions. Et dans la vie, quand ça roule, c'est normal, on ne se pose pas de questions. Et puis un jour, il y a Le un petit trop. problème, Ouais, et puis le petit problème se répète. Et puis on se dit: «Tiens, mais ça m'arrive souvent ça, c'est toujours ouais. la même situation. À chaque fois, je suis avec mes amis, je fais plaisir». Et les amis sont pas gentils ou les amis vous font des choses qui sont pas bienveillantes et tout à coup, ça se répète et ça devient de plus en plus récurrent, Mais c'est vous qui l'avez provoqué, inconsciemment. parce que vous donnez tellement, et le jour où vous ne donnez plus, ben on est fâché. Oh là là, On est c'est fâché tellement sur vous, intéressant. et on vous dit: «Mais pourquoi?» Et puis: «Mais moi je t'ai conduite tous les jours, j'étais te chercher chez toi, à ton domicile, je t'ai conduite à ton boulot». «Ben oui, mais hier tu es pas venu, et à cause de toi, ben, j'ai un jour de d'absence et je suis embêté». «Ah oui, mais attends, bah, hier je suis pas venu, j'étais malade». «Ah oui, mais quand même tu m'as habitué». En fait, Et les c'est gens ne l'inverse, s c'est la victime qui devient attaquée et exactement. ça, je vois ça assez souvent autour de moi, c'est fou. En tout cas, si toutes ces choses vous intéressent et que vous avez envie de trouver et ne plus chercher, eh bien, c'est avec Roger Fiametti dans Le langage émotionnel du corps. Il y a 2 tomes et les 2 tomes sont extrêmement riches. Vous avez beaucoup d'exemples, ce qui permet d'illustrer à chaque fois ce que vous expliquez et Ouais. j'avoue que c'est un vrai bon livre pour l'été et le fait qu'il soit en poche, ça permet de l'emmener partout avec nous. Alors l'avantage, c'est que le premier, il traite les émotions une par une. Mais on n'a jamais un patient qui vit avec une émotion. Bien Il sûr, a il y en a toujours un plusieurs. ensemble. Bon, on est quand même, des êtres exceptionnels avec nos problèmes, et les problèmes sont souvent multifactoriels. Donc le deuxième, comme je dis, le premier c'est l'alphabet, c'est lettre par lettre, Mmh. et le deuxième ce sont les mots. Donc on a plusieurs émotions qui donnent un petit profil émotionnel, et l'avantage, dans cette, republication, dans cette rediffusion, c'est qu'on a inclus dans le deuxième les fleurs de Bach Ouais qui vont avec chaque profil. et vous expliquez très bien comment les utiliser, Voilà, parce que c'est pas forcément idéal quand on ne connaît pas et là, vous avez à chaque fois, la bonne explication pour, mmh, chaque fleur. voilà, donc ce sont des livres qui permettent d'apprendre à se connaître un peu mieux, Ouais. et par le biais d'une lecture, du livre évidemment, et puis de son corps. Et je dis toujours: «On a lu tous les livres, mais on ne lit jamais son corps», et c'est souvent le livre qu'on a oublié de lire. Oh, c'est joli. Donc ça vaut la peine de s'y mettre un petit peu, quoi. Merci beaucoup Roger. Avec plaisir, Merci. merci.